On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, les titulaires sont... Bon, on a que des défenseurs aujourd'hui. Alors, on va pas se mentir. On joue une tactique défensive parce qu'on a la distance studio avec moi, avec Yves et Mike. Comment ça va les gars ? Salut. Ça va bien. On a Vincent qui est à la technique. Comment il va Vincent ? Hop, salut, ça va et vous ? Vous m'entendez pas, c'est ça ? Là, tu m'entends mieux ? Si, c'est bon. C'est bon, on t'entend, moi c'est bon. C'est Camille qui est pas prêt. C'est l'animateur qui est pas prêt. L'animateur il met pas le casque, en fait il peut pas t'entendre. Allez les gars, au programme aujourd'hui en news, retour sur les résultats du club, retour sur Clermont Foot, TFC, preview Toulouse-Auxerre avec les petits pronos. D'ailleurs, il faut que je mette le tableau à jour, les gars, qui est sur le drive avec les résultats des derniers matchs. Le débat, doit-on s'inquiéter pour nos violets ? Et, chinoise du temps, un petit quiz qu'on a préparé au cas où pour cette émission. Voilà, messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour la 82e ? Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona ? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Armada de la incroyable. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Allez, on va entamer ces news, messieurs, avec le retour sur les résultats du club. Ces retours qui nous ont été donnés par la Binocle 81 sur Twitter et aussi Nathan, qui est excusé ce soir. Il a fait un mot d'excuse, quand même. Je tiens à rassurer. Ça passe pour cette fois-ci. Je tiens à rassurer tout le monde. Alors la N3, messieurs, elle était au repos parce que c'était un week-end de Coupe de France. Donc pas de N3 pour ce week-end. Les U17 étaient en derby de l'Occitanie. Enfin, derby, c'est un bien grand mot. Mais ils étaient à Montpellier et ils ont perdu 2-1. Nos petits U17 et nos 19 ont peut-être sauvé la baraque. Eh ben non, puisqu'ils ont aussi perdu 3-2 à domicile face à Monaco. Mais évidemment, on va se rattraper avec les filles qui ont fait un match nul à Montauban, 1-1 pour la première journée de championnat. Voilà, messieurs, pour les résultats du club. Bon, encore 2 défaites et un match nul. C'est un petit peu dommage quand même, non, Mike ? On est habitué, hein. J'ai pas les prochains matchs parce que j'avoue que c'était Nathan qui devait le faire et que du coup j'ai du mal à me réadapter. J'ai pas pris les prochains matchs, mais on va vous les chercher. Durant l'émission et on va vous les donner. On va revenir sur le match entre Clermont et Toulouse, messieurs. Comme ça, on va faire un petit résumé de ce magnifique match nul. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval. Oui. Premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh putain ! Quel pied ! Quel pied, en effet. Messieurs, Clermont-Toulouse, c'était pour le compte de la 4e journée de Ligue 2, au stade Gabriel Montpied, sous un vent, des rafales violentes. Nos Toulousains sont allés arracher le match nul à la fin du match, puisque le jeune Gianni Santiste a égalisé dans les derniers instants du match d'une frappe contrée, d'ailleurs, au passage. Messieurs, ce match, que vous a-t-il inspiré pour nos Toulousains ? Alors, si on lit un peu sur les réseaux, c'était un massacre. Si on essaie d'analyser un peu mieux, quand même, je trouve qu'il n'y a pas tout qui est à jeter non plus. Je pense qu'il y en a plus d'une équipe qui va se ramasser au Montpied cette saison. Ramener un match nul de là-bas, c'est pas non plus un si mauvais résultat. Mike, t'en penses quoi, toi ? J'en pense que j'ai passé un très mauvais moment. J'étais peut-être dans un mood un peu bizarre. Mais c'était horrible. J'ai trouvé le match très long. Il se passait rien. Ou je voyais rien. C'est peut-être possible aussi. Hein, mais pour moi, on devait perdre ce match. La frappe de Giannis est contrée. Hein, oui, tu as bien fait de le souligner.
c'est pas non plus un éclair de génie, même s'il était bien placé. Passe décisive de Gabrielsen d'ailleurs. Il a peut-être écouté son président. Donc voilà, non, pas un super moment, pour être tout à fait franc. J'ai préféré la prestation du coup contre nos amis sochaliens. Ouais. Je pensais qu'on avait construit des automatismes, etc. Il y avait quand même pas mal de choses un peu cool. Je les ai pas du tout retrouvés contre Clermont. Alors peut-être parce qu'Adli était plus sur la feuille sur le terrain. C'est possible aussi ou pas, je sais pas. Hein, mais en tout cas, j'ai passé vraiment un mauvais moment. C'était très dur de finir ce match. Yves? Moi je bossais, donc j'ai pas suivi le match en direct, j'ai regardé le live commenté et le résumé. Alors sur ce que j'ai entendu des commentaires en live par les supporters, ça avait l'air d'être totalement catastrophique. Et quand on regarde le résumé du match, ça a l'air beaucoup moins inquiétant que ça n'a été. On peut pas dire que ça a eu l'air d'être un match phénoménal. Mais non, c'était pas catastrophique. Il y a pas eu. J'ai pas senti qu'aucune des deux équipes était capable de mettre l'autre réellement en danger. Et c'est un peu deux coups du sort qui font basculer le match, puisque le but des Clermontois, je suis pas sûr que s'il y a pas autant de vent, il y aille. Et puis si on avait des gardiens qui arrêtaient avec cette mode de vouloir mettre personne au premier poteau sans couvrir leur premier poteau, on a eu droit à la première, pour moi, erreur de Maxime Dupé, et celui-là, il est clairement pour lui, pour moi. Pas pour lui visiblement, parce qu'après le match, il a dit qu'en gros, il était couvert par Bayo et que Bayo avait pas fait le job. Il l'avait dit. Alors si c'est il a Bayo, pas pris ses responsabilités. Si c'est Bayo qui devait tenir le premier poteau, je veux bien, mais on le voit placer personne au premier poteau. C'est pas la première fois où on voit qu'il y a personne qui traîne au premier poteau, et lui n'est pas attentif parce qu'il se fait clairement surprendre. Après, Bayo hésite un peu sur son intervention. Il a l'air un peu trompé par le vent et un peu de retenir son geste par peur de faire un CSC. Donc mais pour moi, un ballon comme ça au premier poteau sur un corner, c'est pour le gardien. Plus précisément, il a dit que Bayo l'avait dévié dans le but. Non, il la touche pas. Il la touche pas du tout. On regarde les images. Pas. Après, moi, je rejoins Yves. C'est un gardien qui ne met personne au premier poteau. C'est pas possible dans le. Tu peux, mais dans ces cas-là, c'est toi qui prends tes responsabilités et tu décides d'abandonner le second poteau et de couvrir le premier. Ouais, tu peux, mais il faut pas. T'en mets un premier poteau. Point. Normalement, il faut pas. Mais tu peux tenter ce choix-là sur un coup d'intox. Voilà. Sauf que là. Le coup d'intox, premier corner, premier but encaissé, corner direct. C'était un peu la risée de tout le monde et voilà quoi. 4e but sur corner, sur 7 buts encaissés quand même, ça, c'est plus de 50%, hein, les gars. Il y a un vrai problème technico-tactique sur les corners. Là. Non, un vrai problème d'engagement comme d'hab. Il y a un problème du coup. Oui, il y a un problème, mais c'est pas tellement technico-tactique, c'est un problème d'attention, d'implication et d'engagement dans la lutte pour le ballon. Ouais. Parce que là, sur celui-là, personnellement, j'ai pas la sensation sur ce que je vois à l'écran qu'on puisse reprocher grand-chose aux joueurs. Par contre, Maxime Dupé, je suis désolé pour toi, mon copain, mais là, il est pour toi, mais à 100%. Il voulait faire un cadeau à Clermont, il n'aurait pas dit au revoir. C'est ça. Il leur a fait un petit cadeau. Après, je trouve qu'il a quand même une petite carence côté autorité, quoi. René, c'était pas un monstre non plus d'autorité, mais il imposait plus en fait dans les directives, etc. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un bon gardien, Maxime Dupé, et Clermont, il était très très bien. Alors peut-être qu'il avait plus de facilité à communiquer avec sa charnière centrale. Là, en l'occurrence, c'est Bafodé Diakité qui transmet après à Gabrielsen. C'est rarement direct. Dupé Gabrielsen, vous observerez. Mais en tout cas, je sais pas. Je trouve qu'il a un problème d'autorité dans cette là avec comme dit Yves, il y a clairement un problème d'engagement. Et ça, pour ça, il faut taper du poing sur la table et motiver constamment. Juste le temps d'avoir les rouages, etc., et que tout ça bien ficelé. Là, on est encore en début de saison et il doit taper du poing sur la table. C'est son rôle. De toute manière, on avait déjà soulevé que Maxime Dupé, dans ses sorties déjà de base aérienne ou ses sorties, il était un peu limite, qu'il restait beaucoup sur sa ligne. Après, il n'a pas une énorme envergure, donc ça se comprend aussi. C'est un petit
sûr, mais gardien. tu vois, là, sur les 6 mètres, des fois, bon, faut quand même. Il devrait quand même y compenser sur de l'explosivité. Et là, sur ce match-là, en tout cas, parce que jusque-là, on va pas lui enlever qu'il a fait plutôt des très bons matchs. Oui, non, sur bien ce sûr. match-là et sur cette action-là, il passe au travers. Et ses qualités d'anticipation, je les vois beaucoup moins, personnellement. Je connaissais un tout petit peu le gardien parce que j'avais bien aimé le parcours de Clermontois l'année dernière. Et il était en fait, à chaque fois, il avait vraiment des qualités d'anticipation. Il frustrait en fait complètement les attaquants et là, on le retrouve pas. Ça va venir, peut-être c'est une temps d'adaptation aussi, comme tu dis, de pouvoir bien communiquer avec ses défenseurs, d'avoir confiance. Oui, il fait pas 2 mètres, c'est ses qualités, il est obligé de jouer sur ça. Sur l'explosivité et l'anticipation. On va demander aux spécialistes du poste, les gars, parce qu'on a quand même un gardien parmi nous, pas le plus grand d'entre nous, mais un bon gardien, un bon gardien de loisir. En taille, c'est le plus grand. En taille, c'est le plus grand. Ouais, c'est le plus grand gardien de la feuille de match, c'est sûr. C'est pas si c'est l'attaque en face, ça devrait aller. Mais oui, je suis assez d'accord. Et il y a un petit c'est peut-être pas un manque d'attention, mais peut-être du mal à rester concentré 90 minutes. Après, c'est sûr que tu as une défense qui est impériale, automatiquement, ça te soulage aussi. Ça marche dans les deux sens. La défense, quand il y a un gros gardien, automatiquement, c'est plus facile et vice-versa. Donc oui, peut-être qu'il y a manque de confiance mutuelle. Toi, tu mets quelqu'un pour les poteaux sur les corners ? Toujours. Après, ça grille aussi un joueur, ça dépend. C'est sûr, si tu as 8 gars qui montent en face, non, tu grilles peut-être pas un gars premier poteau. Mais bon, il y a à choisir. Enfin, quand tu prends des buts par corner. Au bout d'un moment, vu le nombre de buts que tu prends sur corner, t'en mets 2, à chaque poteau au bout d'un moment. Surtout là, quand tu vois que, a priori, je reste sur des a priori parce que c'est ce que j'ai lu, entendu, etc. J'ai pas vu le vent, je suis pas spécialiste en météorologie, mais a priori, le vent était clairement en direction du but. Et dans ces cas-là, tu sais que le ballon va revenir sur le but. Tu fais en sorte de protéger un peu plus ta ligne de but que dans des conditions classiques, quoi. Une belle équipe de Clermont quand même qui joue au ballon et qui a posé pas mal de problèmes à nos Toulousains. J'ai trouvé des Toulousains un petit peu perdus des fois tactiquement aussi. Dès que l'adversaire veut la possession, en fait, c'est compliqué. Ouais. C'est ce que je disais à Yves là, juste avant qu'on commence l'émission, le 3-5-2. Alors, moi je suis adepte, le 3-5-2, j'aime beaucoup cette formation. Mais je trouve qu'on n'a pas les profils axiaux derrière pour pouvoir se permettre de jouer à 3. Les latéraux, enfin les pistons, Machado, Sana sont intéressants et ont ce profil-là. Diakité, Amiens, Gabriel Sen, j'ai l'impression que c'est pas les bons profils par contre. Alors c'est là où je te rejoindrai pas forcément. Pour moi, le plus gros problème dans le 3-5-2 à l'heure actuelle que je vois, c'est justement Machado, Sana qui ne sont pas bons sur les phases défensives et qui donc n'apportent pas d'aide aux 3 de derrière, et donc les 3 de derrière se retrouvent très souvent isolés. Après, est-ce que c'est les bons profils ou pas, je sais pas. Diakité, Gabriel Sen, ça a l'air quand même d'être capable de jouer dans ce schéma-là. Amiens, sur ce qu'il avait montré, qui est plutôt un latéral très défensif, être replacé en central axe droit, ça semble pas non plus incompatible, mais le gros problème, ça reste le même, c'est toujours l'animation défensive avec pour l'instant des manques d'automatisme dans le replacement défensif, surtout au niveau des pistons qui sont très bons offensivement. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire, mais qui, sur les phases défensives, ont beaucoup plus de mal à faire le boulot, à faire les efforts, à se replacer, et surtout à anticiper toujours dans la transmission de l'information, à anticiper les choses pour aider les centraux à couvrir derrière. Je suis d'accord, mais c'est là où tu vois, il faut que aussi derrière ça, c'est que du coulissement. Le 3-5-2, c'est vraiment ça doit coulisser, tes milieux, tes axiaux et tes défenseurs doivent toujours couvrir, et t'es censé, alors je dis bien t'es censé, attention, faire limite de l'individuel. Ouais. Ce qu'on ne voit pas forcément, parce qu'aussi dans l'animation défensive, nos pistons sont un petit peu trop. Et revanche, surtout, nos pistons montent toujours les deux en même temps. T'en as jamais un qui couvre. Ouais, il veut mettre beaucoup de largeur, Garand. Il y a beaucoup de largeur, voilà. Et forcément, quand tu joues comme ça, offensivement, tu amènes des choses très intéressantes. Mais défensivement. Mais c'est à tes 2-6 là de venir en fait couper. C'est ça, défensivement, tu te mets forcément en danger. Donc après, le problème, c'est que les deux qui jouent entre guillemets 6 sur ces phases-là, c'est-à-dire Van den Boomen et De Jager, sur ce match-là,
viennent d'arriver. Ah oui, non, ils ne c'est parlent pas la bien langue. sûr, tu peux pas leur Donc, demander on tout multiplie- d'un coup. C'est ça, on multiplie un peu les handicaps et c'est vraiment là où je pense que le 3-5-2 peut être un très bon système. Bien travaillé. Dans une Ligue 2 où tu vas avoir besoin vraiment de récupérer les ballons hauts, de mettre de l'intensité, d'avoir un football qui te permet d'aller très vite vers l'avant pour réussir à déstabiliser parce que tu as des grosses défenses tous les week-ends. Pour moi, je pense que c'est le meilleur système pour jouer en Ligue 2. Sauf qu'on n'est pas encore prêt pour le mettre en place. On a encore besoin bosser. de fignoler des choses et de les mettre en Mais ce place. qui est normal, hein, ça demande beaucoup de boulot. On est d'accord. Moi, après, il y a deux choses que j'ai observées. C'est côté droit. En fait, je pense qu'il y avait un gros problème de consigne parce que Amiens était constamment en rôle de piston. Enfin, constamment. Oui, qui montait beaucoup. 60-70% du Ouais. match, il était devant Sana et c'est Sana qui défonçait. Qui Qui défonçait. Qui défonçait. Lapsus. Et alors que Sana a clairement des carences en défense. Et pourtant, que- sur ce match, je l'ai pas trouvé. Je l'ai Oui, trouvé oui. moins catastrophique que les précédents. Ouais, mais justement, c'est Amiens a des qualités défensives et des grosses carences offensives. Et en fait, ils ont inversé les trucs. Ce qui fait que, je ne sais pas si c'est de la frustration ou quoi, que Amiens voulait absolument Aller vers l'avant. éviter un match minable, comme il a dit. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait un gros problème de consigne parce que c'est Sana qui doit pousser et lui il doit défendre. Ouais, quelques réactions sur Twitter par rapport à votre débat sur la défense. On a Nicolas qui dit d'accord avec toi, Camille, pas de relance des trois axiaux qui sont empâtés avec la balle au pied. Un petit Rouault ne ferait pas de mal. Ah, ça plébiscite beaucoup, gros. Au moins le tester, mais après, pour faire des automatismes, enfin créer des automatismes, on est obligé de reproduire. Après, c'est dans le sens. Et puis, je sais pas, réclamer Rouault, celui qui est le plus à même de le juger, c'est Garande qui le voit jouer avec les autres aux entraînements. Et s'il le prend pas, je reviens sur mon leitmotiv. Hein. J'ai jamais vu un entraîneur pas prendre un joueur qui est meilleur que les autres. Messieurs, Après, 33 secondes de jeu dans ce match. Il y a main. Ah ben, oui. Clairement, il d'accord. la siffle sur Antiste sur une action offensive. Et, Ah, mais- et elle est moins flagrante que Il celle-là. n'y a pas la VAR en Ligue 2, et c'est là où du coup c'est entre guillemets dommage, mais elle est quand même sans la VAR, Elle le est vois. flagrante. Il Elle est se flagrante. protège, Le problème, c'est pas tellement qu'il se protège, c'est que son geste pour se protéger, il est bizarre. Ouais, parce qu'il abaisse les bras. Ouais. Il Ouais. abaisse les bras, donc les bras vont vraiment au ballon. Donc même si tu prends la règle précédente qui était de l'intentionnalité de la main, là, elle y est là. ben, ça ressemble vraiment à une main intentionnelle et je pense qu'il est dépassé et qu'il met intentionnellement les mains et clairement a de la chance sur ce coup-là. Ah, ça c'est clair. nous Parce que 30 arrivera secondes aussi, de jeu. voilà. Cette mafia clermontoise, quoi. Tout ça pour perdre en finale d'accession en Ligue 1, quoi, en pure tradition clermontoise. Quoi. D'ailleurs, c'était très drôle parce que samedi, le TEF jouait en jaune et Clermont en rouge, et que à l'inverse au rugby, Clermont sont en jaune et le stade en rouge. Bref. Voilà. Il y a des étoiles, par contre, Ouais, du côté du exactement. rugby. Non, j'arrête. Il y a les pénaltys, c'est vrai que ça aurait pu peut-être Ça changer aurait un été peu le un match. autre match. Hein. Moi, j'ai trouvé que surtout que tactiquement, on se cherchait parce qu'on a commencé avec ce 3-5-2. Garand a vu que ça fonctionnait pas trop. Clairement, entre-temps aussi, après un rouge par l'exclusion du gardien, que d'ailleurs sa sortie, mais totalement incompréhensible. Steven Moreira a kiffé. Hein. Celle-là, Ouais, celle-là, elle est c'est la même Jean-Claude Van Damme aussi. elle est complètement stupide. Ah ouais, tu là, il sais n'y a pas pas d'autre pourquoi. Si terme. maîtriser le match, il n'y a aucun Non, sens. mais oui, c'est ça. Mais tu le vois, en plus, il est Ouais. dégoûté, tu sais. Et puis il n'y a aucun danger, aucune difficulté. Et en prime, il est nul parce qu'il veut agresser De Jagereux et il rate son jet. Parce qu'il l'attrape avec le pied avec lequel il essaye pas de l'attraper. Donc il n'y a rien qui va, c'est un énorme camoulox. Bon, du coup, il se fait expulser et Samsana cède sa place à la mi-temps à Midlandly. Du coup, donc on repasse sur un schéma plus à 4. Et j'ai trouvé, personnellement, et je dis bien personnellement, que c'était un petit peu mieux avec à 4 derrière, avec Amiens qui repartait sur la droite. Même Machado, je l'ai trouvé moins à la rue défensivement. Mais il est toujours meilleur en deuxième mi-temps, Machado, tu remarqueras. Ouais, mais même, tu vois, le fait qu'il soit pas toujours obligé de se projeter, d'aller vraiment toujours vers l'avant, il était un petit peu Mais Adli, moins cata. sur les ailes, c'est pas possible. Qui ça? Adli. Non, oui, non, il faut qu'il soit au cœur du jeu. C'est il y a un énorme écart de niveau, je trouve, entre quand il est au milieu ou sur le côté. D'ailleurs, Adli qui se fait expulser alors les débats, je pense que tout le monde a trouvé ça un petit peu sévère, mais c'est les consignes. Ouais, Pied haut, dangerosité, l'arbitre doit mettre un carton rouge. Il a appliqué la consigne. Voilà, il n'y a pas de débat dans la mesure où la consigne elle est là. Maintenant, là où il y aura débat,
c'est le jour sera pas respecté. Il va falloir à chaque fois que la consigne soit appliquée. Si elle est appliquée à chaque fois, il n'y aura rien à dire. Si elle n'est pas appliquée, voilà, on pourra se poser des questions. Mais après, moi personnellement, je suis attaquant au jour d'aujourd'hui. Tout ballon à plus de 80 cm du sol, je mets la tête. Je mets la tête et je gagne tous les matchs 3-0 parce qu'il n'y a plus un mec qui finit le match en face. C'est vrai que c'est bête comme la fameuse règle de les mains là où quand il tire les coups francs, qu'il essaie de tirer fort pour qui vise les bras, viser les bras, ouais. Ce qu'on a vu à Cugno d'ailleurs ce week-end, mon cher Vincent. Non, mais c'est en train de complètement dénaturer le football et ça devient stupide. Alors protéger les joueurs, oui, protéger sur les pieds hauts, oui, mais alors là, on est typiquement dans le cas où ok, le pied est un peu haut, mais en fait la tête est vachement basse quand même. Oui, c'est ça. Donc au bout d'un moment, voilà, moi je te dis. Ils vont peut-être jouer à 4 pattes bientôt. Ah, mais au jour d'aujourd'hui, dans la surface, le moindre ballon qui passe à 80 cm, tu te jettes pour mettre la tête. Tu sais que les défenseurs pied haut, carton rouge, penalty. Pied haut, carton rouge, penalty. Double sanction, tranquille. Enfin, je vais travailler ça entraînement. Non mais oui, peut-être qu'on se dirige vers un football qui joue avec la règle, un peu de la filouterie, oui. Et le football a toujours joué avec la règle. Je te rappelle les plongeurs, etc. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est l'argument fatal de ceux qui n'aiment pas le football d'ailleurs. C'est ça, mais tous les sports jouent toujours avec la règle. De toute façon, t'es toujours à la limite et. Demande à Richie Mako si t'es pas à la limite de la règle. Bref. Vas-y, Mike. Moi, j'ai pas un coup de gueule, mais j'ai quand même une réflexion. Dis-nous tout. Sur nos jeunes. Je pense qu'il y a quand même un souci de management, surtout pour Adli, qui a un potentiel ahurissant, mais qui n'est jamais. Je trouve qu'il est mal géré. Contre Sochaux, il aurait dû sortir en début de match. Il y avait un excès d'engagement déjà très compliqué. Il a failli se faire sortir. Enfin, il aurait dû se faire sortir contre Sochaux au début. Et là, il prend un rouge. Je sais pas, Génie Santiste, il est aussi. C'est ce qu'on leur demande aux jeunes aussi. Hein. Mais quand même, il y a peut-être un problème de. On doit le canaliser, quoi. Ce gosse, il fait quoi ? Il fait 60 kilos à tout péter. Il envoie les jambes dans tous les sens. Après, peut-être que s'il démarre pas face à Clermont, c'est peut-être aussi, tu vois, une sorte de message en mode. Peut-être, mais il finit avec un rouge, donc ça marche pas. Ouais, mais en fait, il finit avec un rouge où on dit tous que va falloir s'y habituer à cette règle-là. Et eux, les premiers. Moi, personnellement, je ne mets pas. Je mets un jaune et j'explique calme. Mais bon. Oui, je pense que si on décortique tous les matchs de la journée, on peut trouver, je vais pas être généreux, mais au moins 5 actions dans le même type, où des fois il n'y a même pas un coup de sifflet, parce que l'arbitre considère que c'est la tête qui descend au ballon et qu'il n'y a pas à siffler. Donc voilà, c'est les petits ajustements de règles avant les reprises de saison qui sont toujours compliqués. Souviens-toi l'année avec les tirages de maillots, où bizarrement il n'y avait que Mario Yepes qui tirait les maillots dans les surfaces, puisque à chaque fois où lui était dans la surface, il y avait penalty et t'envoyais pas sur les autres matchs. Donc voilà, il faut un peu d'adaptation de la part des arbitres, des joueurs, puisque si je dis pas de bêtises, l'arbitre était aussi un jeune arbitre en Ligue 2. Oui. Donc est-ce qu'il a pas voulu justement trop en faire pour être bien noté, parce que tous les arbitres sont notés et surveillés. Oui, tous les arbitres sont surveillés. C'est le règlement, donc autant que les joueurs bien sûr. Et quand tu démarres, voilà. Ouais, mais est-ce qu'un arbitre un peu plus expérimenté aurait pas fait preuve d'un peu de recul ou de pédagogie, la probabilité pour que, enfin, tu vois, autant essayer de se conformer au règlement plutôt que d'espérer une. Non, je suis d'accord avec toi. Quelque part, je suis d'accord avec toi. Surtout pour les jeunes. Et puis bon, surtout quand tu sais qu'il y a déjà un rouge de l'autre côté, que tu sais que ça va chercher à compenser, puisque Clermont est à domicile et c'est humain, c'est pas toi Camille qui nous le dira, mais quand tu arbitres à domicile, c'est toujours l'équipe à domicile est toujours un peu favorisée. Ah oui, mais ça, c'est inconsciemment, normal, même inconsciemment. Je dis pas que l'arbitre était malhonnête, mais c'est naturel. Là, comme il s'était déjà à 10, inconsciemment tu compenses aussi. Enfin, c'est normal. Vos tops, vos flops. Pour finir sur ça. Flop, je dirais Bayo. Je pense qu'on s'est un peu trop saucé le premier jour avec ses 2 buts, parce qu'il a un gros problème technique, ce garçon. Juste un contrôle, c'est compliqué, quoi. Et puis ces espèces de déviations là d'extérieur et en tournant là. Je sais pas si vous voyez. Je vois très bien. Ça passe jamais. Mais il est fan de Bergkamp. Ça passe jamais. Arrête avec ça. Ça ne passe jamais. C'est peut-être une consigne qu'on lui a donné aussi de jouer rapidement. Je sais pas. Travaille plus sobre alors. Mais il y a un gros problème. Donc flop, et enfin j'en donnerai qu'un. Deuxième quand même, Maxime Dupé, parce qu'il en faut un quand même. Et après dans les tops, sincèrement, j'en ai aucun.
Sincèrement, peut-être Giannis Antiste, allez. Pour sa régularité et son envie. Yves. Moi, j'ai pas vu assez le match pour te donner des tops et des flops. Donc, si je fais sur ce que j'ai vu sur les highlights, je vais te dire Dupé comme en flop, mais je sais pas ce qu'il a fait derrière du match. C'est parce qu'il il n'a pas été trop non plus mis en danger. Il n'a pas l'air très en danger. Donc, pour moi, tu es obligé de le mettre dans les flops au vu de ce que j'ai dit au début et de son erreur sur le placement sur le corner. Après, je te dis, j'ai pas vu grand chose. Donc, voilà. Et puis, on est obligé de souligner la régularité d'Antiste qui lui est une vraie satisfaction par contre et qui a adoré des fans, enfin des supporters en plus. Ouais, et par contre il faut que les supporters sachent rester calmes et si Antiste n'est que remplaçant, c'est peut-être beaucoup mieux pour lui et pour le protéger et pour l'instant il faut que ça dure comme ça. Parce que de toute façon, il ne sera jamais plus efficace qu'en rentrant frais devant des défenses usées par le boulot que peuvent faire Bayo. 2 buts, 2 entrées. Non, mais il a été titulaire, les gars. Oui, il a été titulaire. Oui, mais il est titulaire, là. Ah bon ? Oui, il a commencé le match. Il a commencé le match avec Bayo. Ah oui, exact. Mais on n'a pas parlé de De Jagereux. Je peux dire De Jagereux. Vous l'avez trouvé, Mike, tu l'as... on sent qu'il en a sous le pied, mais je pense qu'il y a encore besoin de quelques matchs d'adaptation. Ça fait une semaine et demie qu'il est là, quoi. Ouais. Et puis, on nous l'a décrit sans le comme un juger joueur offensif. Bien, pas bien. Genre, tu as trouvé ça intéressant, tu as trouvé ça un peu limite, tu te dis ça va apporter quelque chose. Je réitère ma phrase, c'est qu'on nous l'a décrit comme un joueur plutôt offensif. Moi, je vois au mieux un 8, quoi. Je le vois plus haut, il est pas vraiment intéressant, pas pour l'instant en tout cas. Moi, dans ce que j'avais compris, on avait plus Van Den Boomen qui était plus offensif, c'est ça, 10, et De Jagereux qui était plus pour jouer en box-to-box, relayeur, 8 effectivement. Donc voilà, après... Mais après, il a quand même joué plus haut la deuxième mi-temps. Après, tu sens quand même que il y a du vécu chez ces joueurs-là, qu'il y a de la truc, que ça sait poser le pied sur le ballon quand il faut, que ça s'enflamme pas, ça panique pas. Et ça, c'est peut-être un peu les profils qui nous ont manqué, par exemple, la saison dernière et qui nous auraient fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est toujours pareil. On n'est qu'au début de saison, ils viennent d'arriver. Laissons un peu de temps et on verra. On en reparle dans un mois pour juger ces joueurs-là. Quand il perd le ballon, même quand il est au sol, il perd le ballon. Il laisse toujours un pied traîner pour récupérer le ballon. Tu gagnes du temps. Quelqu'un d'autre peut venir en pressing derrière, le récupérer. Ce genre de truc un peu vicelard. Mais on en a besoin en fait. C'est ça qu'on a besoin. On en a besoin. C'est ça laisse traîner le pied. Ça n'hésite pas à faire la faute qui va bien au bon moment pour arrêter l'action. Ouais, j'ai les tops et les flops sur Twitter et sur Facebook. Donc on a Johan côté flop qui nous dit Bayo, Diakité, Gabrielsen. Gabrielsen, je suis d'accord. Moi, Gabrielsen, je suis d'accord. On n'a pas parlé, mais. Ok, mais passe D, les gars. Ouais, c'est bien des stats, mais au bout d'un moment, moi aussi, l'entraînement, je marque des buts et pourtant. Ouais, mais on a aussi Julien dans le côté flop qui dit Diakité, Bayo, Van Den Boomen pour ne citer que. Et du côté des tops, Julien toujours cite Antiste et Adli. Et on a aussi Henri Etienne qui a trouvé le mieux terrain dans sa globalité, pas trop mauvais. Même si Van Den Boomen a été un peu décevant sur ce match. Selon lui. Adli, il rentre, il joue quasiment pas, il prend un rouge, je vois pas comment tu peux le mettre en top. Non, mais là je pense que c'est de l'amour. Là. Il faut se calmer. C'est peut-être sa copine. En top, Antiste, ça je suis d'accord pour sa régularité sur le match. Il a vraiment, c'était le plus dangereux. Il se crée 2 autres occasions et il marque. Ouais. Mais il y a un truc aussi avec ce môme, c'est que j'ai l'impression qu'il prend de la masse, quoi. Je pense. J'ai l'impression qu'il se construit encore en tant que joueur, alors qu'Adli pas du tout. Il est toujours un peu frêle. Ça va venir. Sana pareil. Tu vois, tu sens vraiment qu'il va devenir. C'est des morphologies aussi, peut-être qu'il y a une morphologie plus. Bien sûr, mais c'est quand même encourageant pour la suite. Tu te dis putain, s'il est juste en début de sa croissance, j'exagère, mais s'il est encore en progression, c'est en prise de masse. S'il travaille sur de la prise de masse et de la prise musculaire, il est au début de sa croissance. Oui. Ouais. Moi, en flop, je mettrais Garand. Alors, c'est pas une attaque, mais c'est juste une petite pique sur tactiquement, on va dire, sur comment il voit ses matchs, comment il fait, ses changements, etc. C'est un avertissement plus qu'une critique. J'attends mieux de lui, je lui fais confiance, je sais qu'il faut du temps et qu'il est dans un énorme chantier,
Il y a quand même un nouveau joueur qui arrive toutes les 2 semaines ou semaines et qu'il va falloir encore 1 ou 2 mois d'adaptation, et ça j'en suis conscient. Mais je lui mets un petit pic, Patrice, si tu nous écoutes. Après, c'est pas un gueulard, les gens qui attendent à ce qu'il hurle. Non, mais hurler, non, mais un coach qui hurle n'est pas vraiment coach. Je te le dis de suite. C'est pas du cran. Issoudao serait pas d'accord avec toi. Non, bah alors là, c'est ce qu'on nous apprend même dans toutes les formations. Non, faut laisser faire. Bon, messieurs, on a débordé un peu. On va présenter le match TFC AJA, tout simplement. Alors, Auxerre, messieurs. Sans nous. 2 victoires, 2 défaites, 4 buts marqués, 5 encaissés. Donc, on est dans une belle moyenne. Ils font simple. On va s'intéresser surtout à ce qui se passe côté TFC, puisque ce match va se jouer à huis clos. On l'a appris hier. Le préfet toulousain a descendu à 1000 personnes et le TEF a décidé de mettre le match à huis clos. Ce qui est logique. Faut pas choisir 1000 abonnés. Faut pas choisir les abonnés, voilà. Non, c'est même plus terre à terre que ça, et c'est purement économique. Ouais. Avec 5000 places, le TEF perd de l'argent en organisant les matchs, parce que ça coûte très cher. Mais si tu peux avoir 4000 abonnés, les fidéliser et leur donner envie de revenir, ça présente un intérêt. Quand tu descends à 1000 personnes, ça veut dire que tu es bien en dessous des 1000 places, puisqu'il faut sortir les staffs, les équipes de sécurité si tu dois accueillir du monde, etc. Et donc tu vas te retrouver avec quoi ? Allez, c'est sûr que dans les 1000 c'est compris ça ? Certains, certains pour en avoir. Les 5000 c'est déjà compris. C'est bien que tu précises ça. Donc ça veut dire que au lieu d'être à 1000 supporters qui pourraient venir, il faut t'assortir les staffs, les encadrements, les équipes de télé, les officiels, plus la sécu si tu dois accueillir du monde. Allez, en étant optimiste, tu es sur du 750 billets, vraiment aucun intérêt. Et puis aujourd'hui où tu as 4000 abonnés, comment tu choisis les 750 personnes à qui tu dis toi oui, toi non? La mort du maillot. La décision du... Ouais, alors là, les gagnants du quiz. Ceux qui gagnent le quiz à la feuille de match, ils ont le droit de participer. Scruter les réseaux, qui n'a jamais critiqué le TEF, ils peuvent venir. Bon, ça me paraît logique. Merde. Ça devient compliqué de trouver quelqu'un qui n'a jamais critiqué le TEF aujourd'hui. Ah, il y en a un. Donc, niveau remboursement, messieurs, tous ceux qui ont acheté les billets, ça va être remboursé. Niveau abonné, est-ce qu'on a des infos? Oui, ils ont communiqué immédiatement. Ils ont réagi assez vite aussi. Okay. Donc, à la fin des matchs allés, tu pourras demander un remboursement au prorata des matchs qui auront eu lieu à huis clos. Forcément, ils vont pas faire au match le match. Oui, bien sûr. C'est un enfer à jouer. Et si malheureusement ça se prolongeait sur la seconde partie de saison, pour la seconde partie de saison, ce sera à la fin des matchs retour. La 18e journée. Où tu peux demander, oui, c'est la fin des matchs. Allez. C'est ça, 18e et 37e journée. Juste avant la trêve. C'est ça. Donc voilà. Et pas négocier un maillot à la place. Non, mais par contre, ils réagissent vite et c'est vraiment plaisant. Ça change de l'ancienne direction, comme disait Yves. La communication. Ben oui. Ouais. Oui, évidemment. Oui. Là, ça a pas tergiversé 3 jours. Oui. Après, les gens sont libres ou pas de demander le remboursement. Voilà, c'est sûr que... Déjà, les réabonnés payent 40 balles. Sur des réabonnements à 40 €, je sais pas combien ça te fait le match. Mais si c'est pour aller demander 3 € et quelques, je crois que je l'avais calculé. Si c'est pour aller demander 2,50 € ou 3 €... ils me payent une berbe, c'est bon, je leur offre. Sans alcool, là. Je pense que beaucoup s'en passeront. Enfin, c'est toujours pareil, beaucoup s'en passeront. Si ça tourne bien, puis tu soutiens quoi, si tu vas réclamer 3 €. Si ça tourne mal, moi personnellement, je ferais pas rien que par flemme déjà. Oui, c'est ça. Mais on verra après, parce que ça peut être 3 €. 3 apparemment va être aussi menacé pour la réception de 3 aussi. Et puis c'est... Il faut aussi guetter ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un projet de loi, un projet d'amendement qui a été déposé par Sacha Houlier, qui est un député qui se bat beaucoup avec l'Association nationale des supporters pour les droits des supporters, par exemple, et qui a proposé un amendement qui permettrait, par exemple, au TEF aujourd'hui, en zone rouge, d'accueillir 10% de la capacité de son stade, c'est-à-dire 3300 personnes. Et ça, c'est crescendo, j'ai plus le souvenir des chiffres, mais je crois que c'est 10%. En fonction de si tu es en zone orange, tu augmentes, si tu es en zone verte, machin. 50%. Bravo la gauche. Et je me souviens plus en zone orange. C'est intéressant ça. Mais après, si c'est surtout toute la saison, 3300 personnes, comme dit Yves, côté économique. C'est plus qu'intelligent, c'est totalement logique. C'est plus cohérent quand même. Quand on voit aujourd'hui les choses et l'hypocrisie du préfet que je tiens à souligner, parce que vendredi,
Il a dit qu'il ne touchait pas à la jauge des 5000 pour attendre de voir comment la situation évoluait là où elle était descendue à 1000, c'est-à-dire Bordeaux-Marseille. Je mets mon avis personnel parce qu'il y avait le match du Stade dimanche et bizarrement dès lundi, match du Stade passé, boum, on tombe à 1000 alors qu'il n'y a pas d'autres chiffres, que rien n'a évolué. Voilà, donc la porte est en garde à vue. J'allais le dire. Il y a un moment où il faudra que ces gens-là rendent des comptes et soient un peu transparents sur leurs actions parce que d'autant plus que les supporters du TFC ont quand même été loués pour leur comportement partout, par rapport aux efforts déployés notamment par les ultras qui ont balisé tout le virage, qui ont fait respecter le port du masque, Alex se vénère à chaque fois. Voilà, c'est normal qu'Alex se vénère là-dessus parce qu'on a vu partout que les supporters se faisaient taper dessus, même quand ce ne sont pas les responsables, puisque je le rappelle, les Indians en tant que groupe ne sont pas présents au stade. Donc ils se battent quand même, ils sont venus en amont des matchs pour tout baliser, ceux qui l'ont fait en plus, baliser les sièges, etc. Le club a été, je vais pas dire agréablement surpris parce que ceux qui étaient là au club s'y attendaient et savaient que les ultras mettraient tout en œuvre pour que ça se passe bien. Il n'y a qu'à voir les actions qui avaient été développées pendant le coronavirus en soutien aux soignants notamment. Voilà. Mais le club nous a dit c'est dommage, on aurait dû faire ça sur tout le stade, mais manque de temps, manque de moyens personnels, ils ne pouvaient pas le faire. Et ils ont trouvé l'initiative très intéressante et très bienvenue. Messieurs, on enchaîne rapidement, 2 minutes pour les pronos. Allez Mike. Allez, il en faut un. Oui, il en faut un. 1-0 pour nous. Buteur, pardon. Adli. Yves. Comme c'est samedi pour les chipots, samedi pour les chipots. 2-0 pour le TEF. Je maintiens, j'insiste sur Van Den Boomen de loin, même si je pense que je vais finir par changer et que ce sera pas plus lui qui va frapper de loin pour moi. Mais voilà. Et Giannis Santiste. On joue les valeurs sûres là. Alors, pour le samedi et Chipo, ça fait quand même 2 semaines que je l'oublie et que Yves était à la technique qui me faisait des signes que je le zappe. Là, je me le suis marqué pour pas l'oublier et je l'ai quand même oublié. Donc, merci Yves. Vincent, du coup. Alors, je vais dire un partout. Ça n'a pas encore la victoire du TEF. Le buteur côté Auxerre, Bonaventure Calou, qui a fait quand même une bonne début de saison. Et côté Toulouse, les Machado sur un but absolument dégueulasse, pas volontaire. Et Machado, je l'ai mis buteur ce week-end, il a eu des occasions. J'étais un peu moi, je pense qu'on va gagner là. C'est match à huis clos. Ça va faire pratiquement plus de 11 mois. On va pas fêter les 1 an sans défaite. Personne va l'avoir cette victoire en fait. Enfin, l'avoir. En vrai, on va tous l'avoir à la télé. Et comme Auxerre est capable du pire comme du meilleur, et que là ils ont fait un super match dans le derby face à 3, on leur met 3-0. Dans les dents, genre réveil, je sais pas, un réveil d'orgueil. Si quelqu'un nous écoute et qu'il est à côté de Winamax, je suis preneur. Et on va mettre un but de Ely, l'anglais. On va mettre un but d'Antiste, parce qu'Antiste, je pense qu'il va encore marquer. Et Machado encore, je le sens bien, ce petit Machado là. Franchement, ce Machado, c'est peut-être pas Paolo, mais il va vers l'avant. Si vous voulez peut-être gagner de l'argent, je pense que suivez le prono de Camille, parce que la cote, elle doit être à 1500. Mais tu mets 1 euro, t'es bien. Si vous mise pas beaucoup. Si vous aimez votre argent, je vous conseille pas vraiment dessus. Allez, on va écouter un petit son. On va écouter Raccoon Ailing Dub, pardon. On va pas l'écouter en entier, mais on va l'écouter un petit peu. Et après, on passera au débat. Doit-on s'inquiéter pour la suite? À tout à l'heure, messieurs. On donnera le traquant du TF à la prononciation.
de retour dans la deuxième Toulouse sur Radio Occitania, pardon. On est avec l'Adiste, les Violets, ils sont pas là, mais on les embrasse parce qu'ils nous suivent bien sûr. La feuille de match, et on est là pour faire un petit débat sur nos Violets. Doit-on s'inquiéter pour eux? C'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors, on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Allez messieurs, on entame ce débat. Doit-on s'inquiéter pour la suite? Parce que bon, on vous rappelle que les dirigeants nous avaient annoncé une remontée de suite, etc. Enfin, un peu ce que Samuel a défendu la semaine dernière où il était un petit peu en colère. Là, on a 4 matchs, donc 2 nuls, 2 défaites, 7 buts encaissés et 4 marqués, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter par rapport à ce qui se passe sur le terrain? Parce que pour vous, c'est tout à fait normal, vu tout le chantier énorme qu'on a connu et qu'on vit actuellement dans ce club. Hey Mikey. Ouais. Le problème, c'est que moi, je change d'avis toutes les semaines. Non. Exactement. Non. En fait, moi, j'avais un souci avec le discours de Comolli, dans le sens où, oui, on va remonter. Après, il y avait des rumeurs comme quoi on avait le droit à 5 jokers, 5 défaites, invaincus au stadium. Même si ça... Ouais, mais est-ce que c'est sorti réellement dans les interviews? Oui. Ok. Donc, j'ai un gros problème avec cette manière de communiquer. En même temps, quelle autre manière il avait alors, peut-être, moi, j'aurais peut-être aimé un peu plus d'humilité, de retenue. Mais en même temps, tu arrives avec un nouveau projet. Tu dois le défendre, tu dois motiver les joueurs, les éventuels joueurs qui viendraient, etc. Donc, finalement, avec du recul, c'est pas comme ça que j'aurais fait personnellement. Mais bref. Il avait annoncé une certaine ambition. Et si je peux me permettre, avant que tu continues, il arrive dans un contexte où 99,9% des supporters reprochent le manque d'ambition du club. Complètement. Donc il arrive avec un discours ultra ambitieux et un discours qui est très data en fait, parce que le fait de dire on a droit à 5 défaites, si tu regardes tous les mecs qui sont montés, si tu as moins de 5 défaites ou 5 défaites, tu es sûr de monter. Oui, alors après, effectivement, imagine ça cartonne dès le début. Tout le monde est d'accord. Ouais. C'est ambition, on fracasse tout, machin, truc. Mais c'est un peu qui tout double, parce que je trouve que ça a eu quand même un effet néfaste sur les cadres de l'entreprise, de l'équipe. Ouais, de l'entreprise, hein, qui sont quasiment tous barrés maintenant. Nation. Donc je pense que c'est là que ça a commencé à être intéressant, parce que le discours, pour ceux qui arrivent, eux, ils viennent pour certaines choses. Les Vandenboomen, etc. Ils viennent avec un certain nombre d'objectifs. Donc c'est en ça que je suis positif, optimiste. Maintenant, est-ce qu'on remontera l'année prochaine? Personnellement, j'y crois pas spécialement. Est-ce que c'est si important de ça de remonter directement? Et en plus, je trouve que remonter tout de suite, si t'as pas un effectif suffisant pour te maintenir derrière en Ligue 1, autant refaire une année et te construire réellement et avancer avec un bon noyau, quoi. Sauf que là, je vais m'inscrire en faux un peu. Toutes les équipes qui ne remontent pas immédiatement ont énormément de difficultés et stagnent à l'étage inférieur pendant longtemps. Et je vais te contredire sur le fait qu'en moyenne, tu mets 2 ans à remonter. Sachant qu'en plus, tu vois, le gros problème que tu as, c'est que si tu ne remontes pas dès cette année, tu perds tous les bénéfices de ton budget supérieur. Sur le côté économique, c'est une catastrophe. Ouais, mais tu mets quand même 2 ans à remonter aussi, donc tu serais dans la moyenne des clubs qui font l'ascenseur. C'est une moyenne, il y a des clubs qui remontent direct, et il y en a, regarde Sochaux, regarde Auxerre. C'est une moyenne. Sochaux, Auxerre, Lens, ne parlons pas des Sedan, etc., qui ont complètement disparu de la carte du football professionnel. À l'Avignon. Donc voilà. Après, oui, il y a eu un discours qui était ambitieux, mais est-ce que c'est pas ce que tout le monde voulait entendre, puisque au moment où c'est sorti, je rappelle quand même que la majorité louait ça et trouvait que c'était génial.
derrière, pour l'instant, il n'y a qu'un échec, c'est qu'on ne sera pas invaincu au stadium. Pour l'instant, les 5 défaites, c'est toujours jouable. Remonter, c'est toujours jouable, parce qu'il faut aussi raison garder. Il reste 104 points, non. Il y avait 112 la semaine dernière. Il y en avait 114 au départ, il en reste 110. Si je dis pas de bêtises. Non, 114, non, 110, 114. 109. Oui. 109. Voilà. Vince. Ouais, par rapport au débat, alors oui, est-ce que c'est inquiétant ou pas? Si on prend juste les résultats, pas forcément, mais le contenu, on s'attendait un peu mieux. Moi personnellement, je m'attendais un peu mieux. Après, oui, on s'est tous vus trop beaux. Après, est-ce que si on était descendu au cours d'une saison normale, est-ce qu'on aurait eu ces mêmes attentes-là? Là, on a eu les attentes du fait que le TEF galère depuis des années, puis on a eu aussi les attentes qu'on en manque de foot. De foot de notre club, de voir jouer un championnat. Donc je pense qu'on les a peut-être beaucoup trop attendus et que c'est pour ça qu'on est autant déçus. Est-ce que le temps presse? Si c'est l'objectif, c'était monter donc direct premier ou deuxième place. Là, c'est quand même sacrément compromis. Après, si c'est vraiment restructurer le projet, il reste du temps, mais j'y crois moi très moyennement. Après, tu vois, j'ai vu un tweet ce week-end parce que pas mal de tweetos fracassaient l'équipe. Il y en a un ou une, je sais plus, j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui a dit de toute manière, le TEF, arrêtez. C'est pas le Barça, genre vous attendez à quoi? Dans le sens. On n'a jamais vu non combien plus de départs, combien d'arrivées, l'effectif non, mais voilà. est complètement. L'effectif est en train de changer. Moi, ce qui me rassure, en fait, je suis inquiet, entre guillemets, parce qu'on gagne toujours pas, que ça fait plus de 11 mois maintenant, ça c'est officiel, et que ça m'inquiète quand même au bout d'un moment. Et d'un côté, je le suis pas parce que on part de loin, on a tout restructuré, on a vendu le club, on a changé de direction, on a changé de staff, on a changé la cellule de recrutement, on a changé la direction sportive, on a changé les joueurs, on a changé le coach, on a changé le centre de formation, on a tout changé de A à Z. Donc ça prend du temps, il faut du temps, ça ne va pas se faire en un mois, ça ne va pas se faire en 3 semaines. Il y a du mieux sur le terrain, il y a des choses intéressantes. On parle du 3-5-2 qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et pour le moment, c'est le système tactique qui prédomine et qui est en train d'être installé par Patrice Garand. Le recrutement est fait en fonction de ce schéma-là. Donc il y a quand même de la cohérence. Je ne sais pas s'il y tient plus que ça, parce qu'il a plusieurs fois dit de toute façon, il n'avait pas l'effectif pour jouer en 4-3-3 ou avec des. Non, mais il y a de la cohérence. Donc, pour le moment. Peut-être qu'il veut le temps. Il a aussi dit que le 3-5-2, c'était le schéma positif pour attaquer, pour récupérer le ballon haut, pour créer du spectacle et pour marquer des buts. Ce que Casanova a essayé de faire il y a quelques années d'ailleurs. On a fait des belles choses. Le problème de Casanova, c'est que il y avait une espèce de peur panique, et dès que ça partait en sucette, il abandonnait ça pour bétonner derrière. Ouais. Donc là, on a un mec qui panique pas, qui se tient à son schéma, qui continue à vouloir jouer sous ce schéma-là. Après, ça peut marcher, mais il faut absolument continuer ce qui avait été mis en place par Casanova à l'époque, c'est-à-dire que toutes les équipes du club jouaient en 3-5-2. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne suis pas assez pour le savoir. C'est ça, tu vas faire monter un roux. Après, il avait fait un projet club, Casa. Il avait vraiment fait un projet club, c'est encore autre chose. Il faut former... un peu comme le système Masia. De toute façon, si tu veux que ton équipe première joue comme ça, il faut que tu formes tes joueurs dans ce système-là. Oui, il faut que les joueurs qui sortent de chez toi soient capables de s'intégrer immédiatement dans ce système-là, pour qu'après, tu aies juste à réaliser l'adaptation des recrues que tu fais. Et encore, les recrues que tu fais, tu es censé les faire en fonction de ton système de jeu. Ouais. Messieurs, pour vous, quels sont nos points forts dans cette équipe toulousaine? Nos jeunes, hein. Pour toi, c'est nos jeunes, ça va passer par nos jeunes. Nos jeunes, et puis pour l'instant, le recrutement est plutôt. Je trouve que c'est vraiment trop tôt pour dire que le recrutement est pourri, quoi. Van den Boomen, tout le monde se tripotait gaiement pour voilà, maintenant tout le monde le tacle, mais Van den Boomen, c'est un très bon joueur de foot. Oui. Maintenant, il faut qu'il soit dans de bonnes dispositions, etc. L'ami. De Jager, il en a sous le pied. On en a parlé tout à l'heure. Reste sur la version toulousaine de Jager. C'est beaucoup plus simple. De Jager. Alors, il faudrait dire De Jager apparemment. Mais moi, De Jager, je préfère quand même aussi. Et modération. Voilà, Bayo, il est arrivé, il a planté 2 buts, tout le monde a vu comme le Messi. Maintenant, c'est un prêt. Il y a eu des joueurs qui coûtent pas trop cher. Voilà, c'est pas des joueurs que tu payes une fortune comme on a eu. Hein.
des joueurs qui coûtaient très cher et qui apportaient pas satisfaction. Donc Wesley Saïd, si tu nous écoutes, bon rétablissement. Ouais, non, je rigole. Non, évidemment. On l'embrasse. Reviens pas trop vite. Et si revenez. Mais non. Je suis sûr qu'avec la mentalité qu'affiche l'équipe et le changement de mentalité du truc, il serait bien mieux qu'il n'a été. Ouais. Ça peut être une recrue intéressante du mercato hivernal, entre guillemets. Moi, ce que je retiens surtout de ce début de saison, c'est la mentalité insufflée par les jeunes et par les recrues. L'attitude. C'est-à-dire que dans l'attitude, on baisse plus la tête, on se bat, on est capable de mettre le pied quand il faut, il y a de la solidarité quand il faut, ça n'hésite pas à aller au combat, ça... On a enlevé les traumatisés, quoi. C'est ça, exactement. C'est très con, pour rejoindre ce que tu viens de dire, quand Antiste il marque samedi, c'est très con, il chope le maillot au niveau du blason, là, et il le serre. Mais lui, il a compris, en mode, on est là, mon gars. Il a compris, c'est tout bête, derrière lui, il se rend bien compte. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain... Et je te rejoins sur l'attitude, ça a changé. C'est aussi la com qui est enseignée à tous les joueurs. Non, mais bien sûr, mais. Voilà, mais ça fait plaisir, c'est tellement rare que. C'est tout bête, ça veut rien dire. C'était surtout rare de mettre des buts. C'est ça le problème. Ouais, mais quand tu regardes le dernier joueur qui a fait ça, enfin, tu vois, qui tout de suite. C'est Gradel après avoir dit qu'il se barrait et qu'il restait. Ouais, non, mais là, ça compte pas. On parle pas des fantômes. Nos points faibles, du coup, parce qu'après avoir fait nos points forts. Enfin, non, Vincent, par contre, t'as pas. Oui, nos points forts, Vincent. Non, je suis assez d'accord sur cette jeunesse assez montante. Même, on a une belle génération, on en a eu peut-être des plus belles, mais il faut savoir en tirer profit. Voilà, c'est quand même que la mayonnaise prenne. Il y a quand même des cadres intéressants. Ce sera pas non plus les top players en Ligue 1, mais pour la Ligue 2, pour le moment. Là, je parle des cadres, autour, les anciens. Mais les jeunes, oui, il y a espoir. Moi, cette équipe en Ligue 1, pour moi, sur le papier, c'est pas la plus faible. Sur le papier. Ouais, quand tu vois Dijon, oui. Par exemple. Voilà. Nos points faibles pour vous? Justement, tout ce renouveau, il faut le temps que la mayonnaise prenne. Et du coup, c'est pas forcément l'attente, cohérent avec les ambitions. Moi, j'ai envie de dire l'attente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'attente de qui? En gros, entre guillemets, genre, on a affiché. Il a pas saisi. On a affiché trop d'ambition. On est en train de tout renouveler et tout le monde attend quelque chose. Ça ne m'apprend pas de suite. Ouais, et tu vois, j'ai peur qu'on se précipite dans quelque chose. Il y a ce syndrome, un an sans victoire. Ça prend pas de suite si tu enchaînes 2-3 victoires. Oui, ça ira vite. Oui, mais il faut falloir les enchaîner. Tu vois. Ça va tellement. Tu sais comment ils sont les supporters. Mais moi, j'ai peur de ça. J'ai peur qu'on ne leur laisse pas le temps de faire quelque chose. Après, le temps presse, au bout de 20 ans, on gagnera la coupe. Nous, on leur laissera peut-être pas, mais en tout cas, Comoli, il a l'air décidé de leur laisser le temps. Donc, c'est là qu'est l'essentiel. Ouais. Écoutez, on verra bien. Et la défense, non, toujours pas le point faible. Parce qu'on est quand même la pire défense d'Europe. Pour moi, c'est toujours... ça, c'est toi qui le dis. Pour moi, c'est toujours une question d'animation défensive et ça ne peut que s'améliorer. Ah oui, quand tu pars d'en bas, tu peux toujours faire mieux. Moi, recruter un défenseur central, ok. Mais si c'est un patron et qui sait jouer, qu'il a l'habitude de jouer dans une défense à 3, sinon ça n'a aucun intérêt. Sinon ça n'a aucun intérêt. Vraiment, si c'est pour faire venir un mec qui a joué avec 2 centraux toute sa vie, ça sert à rien. Parce que c'est une science un peu à 3 là derrière, il faut quelqu'un qui dirige. Maxime Dupé n'a pas forcément les épaules pour diriger tout ça, donc il faut un mec au milieu des deux. Et Gabriel Sen, c'était pas lui qui devait prendre ce rôle? Déjà, il jouait pas à 3 avant. Et puis franchement, non, j'ai pas l'impression qu'il s'améliore en français. Il est passé de The Rock à Elie Semoun en 3 semaines quand même. Ouais. Non, mais il a des qualités, mais c'est juste que je sais pas. En plus, il jouait bien, je comprends pas. Diakité et lui, ils jouaient bien en fin de saison en Ligue 1. Je comprends pas ce qui se passe. Mais tu vois, moi je répète, je les ai trouvés plus intéressants les deux à 4-3. Oubliez pas qu'ils avaient sur les côtés. On peut pas dire qu'aujourd'hui, Machado soit Silla. Alors offensivement c'est vachement meilleur techniquement que Silla. Par contre dans l'implication, dans le fait d'avoir 3 poumons, d'être partout et de revenir tout le temps et d'être super solidaire, c'est pas encore l'équivalent. Tu regardes les 2 latéraux de Clermont, Nsimba et c'est ça là, super de dire ça parce que vraiment leurs latéraux ils sont j'ai perdu le nom du latéral droit, c'est Plensenka, c'est international algérien, probablement un futur international algérien, et Nsimba à gauche. Ouais. Tu te dis là, les copains là. ZTK. Merci. Offensivement, c'est très intéressant, et défensivement, c'est super intéressant. Ça vient couvrir et tout. Enfin, c'est vraiment top. Messieurs, il nous reste 2-3 minutes grand max de. 2,40. Allez, 2,40. C'est additionnel. On est en additionnel.
Tu peux faire ta dernière question parce que moi j'ai ta réponse de suite. Ouais, bah alors je vais pas la tourner comme ça, mais c'était pour me donner encore quelque chose. Garand beaucoup critiqué partout. Est-ce que vous faites... Alors sa question c'est est-ce que Garand fait encore l'unanimité? Oui. Et la réponse est clairement non puisqu'il ne l'a jamais faite. Voilà, c'est fini, fin du Allez, débat. bonne soirée. Allez, on peut lancer les jingles, merci. Moi je la change. Est-ce que vous faites confiance à Patrice Garand? C'est surtout. Parce qu'on a le choix. Bah ouais. Non. C'est beaucoup trop tôt. Oui ou un non? Est-ce que vous lui faites confiance? C'est beaucoup trop tôt. On est à 4 matchs, bien sûr qu'on lui fait, que moi je lui fais encore confiance. Moi je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'il y en a certains qui te diraient non. On a fait confiance en Henri Bagé, on peut avoir confiance en lui. Hein. Oui. Puis il y a quelques jeunes qui sortent de la tête, qui se pointent régulièrement sur la feuille de match et moi je trouve ça cool. Et puis dans le contenu, tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter. Ouais. Contre Clermont, tout n'est pas à jeter. Contre Sochaux, Sochaux, tu le joues 10 fois, je pense que tu le gagnes 9. Sochaux, comme je disais pas la semaine dégueu, dernière, t'aurais une préparation. Enfin, t'aurais pas ces 22 matchs là sans victoire, tu le gagnes. Mais c'est ça, il y a un problème de confiance. Moi, c'est en ça que je l'attends en fait. C'est que je sais pas, côté management, je trouve qu'il est trop mou avec les jeunes. Il en demande trop. Tu vois pas ce qui se passe à côté. Ça part de tellement loin qu'il y a déjà. Mais on sait pas ce qui se passe à côté. Ça se trouve à l'entraînement, il les déglingue. Ouais. Et qu'en match, il dit, tu sais, un coach c'est ça. C'était censé être à l'entraînement, mais un chien, il pas leur laisser un poil. Pour et moi, en match. Tant que le traumatisme, tant qu'on n'a pas eu une victoire et qu'on a retrouvé soi-disant une confiance, là ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Faut attendre là. Après, sur la technique de management de Garand, de ce qui s'était dit en tout cas dans les premiers mots, il était quand même plus en position au-dessus de la mêlée, donc peut-être qu'il veut garder cette attitude dans un premier temps et ne pas forcément être celui qui s'impose le plus, par exemple aux entraînements et tout, laisser un peu les adjoints diriger ou quoi. Mais après oui, on verra aussi son management en cas de victoire, ça sera aussi complètement différent. C'est là qu'il faudra confirmer. Tant qu'il reste le Garand de ce joueur, on est bon. Oh là là. Allez messieurs, 30 secondes pour finir sur ça quoi. On va à la diste, petit mot. Si, il y a encore les adhésions, messieurs là. Tout à fait. Les adhésions. Vous pouvez retrouver le formulaire d'adhésion sur le Facebook de l'association. On va le remettre en ligne sur le site internet aussi. Et vous pouvez nous contacter pour adhérer. On est moderne, on a Lydia maintenant. Ça simplifie les choses. Nous, la feuille de match, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. On sera à Portée le vendredi 2 octobre pour présenter le club. Nous, on se retrouve mardi prochain sur Radio Occitania pour parler du TFC à 21h. Ciao, bisous. Bonne soirée.